Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Voici les titres de cette édition. Le vice-président ivoirien Daniel Cablon-Duncan était hier samedi à Freetown, la capitale sierra-léonaise. Il représentait le président de la République Alassane Ouattara à la cérémonie d'investiture du président sierra-léonais Julius Maada Bio. La 53e journée internationale de la profession infirmière a été célébrée ici en Côte d'Ivoire. Les infirmiers et infirmières, souvent critiqués sévèrement à tort ou à raison, ont promis être désormais à la tâche pour des soins de qualité en Côte d'Ivoire. Et puis l'assaillant armé d'un couteau qui a tué un passant et blessé 4 personnes hier samedi soir à Paris est un jeune homme né en 1997 en Tchétchénie. Et ses parents ont été placés ce dimanche matin en garde à vue. L'État islamique a revendiqué l'attaque. Le magazine de ce dimanche va s'intéresser à la saison des pluies, les dispositions à prendre pour éviter le pire. Notre invité est l'inspecteur général de police, Kili Fiacre Fagnidy, directeur général de l'ONPC, l'Office national de la protection civile, et président de l'Assemblée générale de l'Organisation internationale de la protection civile. Monsieur Kili Fiacre Fagnidy, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons échanger avec vous tout à l'heure sur la saison des pluies et les dispositions à prendre pour éviter le pire. À tout de suite, général. Merci. Mais avant, nous allons feuilleter l'actualité. Nous vous le disions en titre, le vice-président ivoirien Daniel Cablon-Duncan était hier samedi à Freetown, la capitale sierra-léonaise. Il représentait le président de la République Alassane Ouattara à la cérémonie d'investiture du président sierra-léonais Julius Maada Bio. Wilfried Herman Guivet. C'est autour de 9h10 que l'avion transportant à son bord le vice-président Daniel Cablon-Duncan s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international de Freetown. Avec lui, le ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Ali Koulibaly. Accueilli au bas de l'échelle de coupé par le vice-président sierra-léonais Mohamed Julda Dallo, le vice-président Daniel Cablon-Duncan a reçu les honneurs militaires dus à son rang avant de mettre le cap sur le Siaka Stevens Stadium de Freetown, déjà plein à craquer. Pour cette cérémonie d'investiture du président sierra-léonais Julius Maada Bio, plusieurs chefs d'État ont effectué le déplacement. Les présidents Faure Gnassingbé et Yadema du Togo, Macky Sall du Sénégal, George Weah du Libéria, Alpha Condé de la Guinée, pour ne citer que ceux-là. Un Siaka Stevens Stadium qui explose de joie lorsque le champion du jour, le président Julius Maada Bio, fait son entrée dans l'enceinte du stade. Communion totale entre un peuple et son président. Au bout de 2 heures d'horloge, Julius Maada Bio est investi président. Il reçoit des mains de l'ex-président Ernest Bai Koroma le bâton de commandement. Julius Maada Bio promet d'œuvrer au bonheur du peuple sierra-léonais, une présence de la Côte d'Ivoire aux côtés de la Sierra Leone pour témoigner de l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui lient les deux pays. C'est avec joie et honneur que nous représentons le président Alassane Ouattara à cette cérémonie d'investiture que vous l'avez vu qui est grandiose. Le stade était plein, beaucoup de soleil, beaucoup d'émotions. Et donc nous sommes heureux de ce passage pacifique, donc de témoins entre l'ancien président et le nouveau président. Je pense qu'il serait de plus en plus intéressant d'avoir ce genre donc, de passations. Ce sont des passations donc, disons que paisibles, après des élections donc, démocratiques. Je pense qu'avec la détermination donc, du président Bio, ce pays va repartir. C'est vraiment avec grand plaisir que nous avons visité donc, ce pays et surtout participer donc, à cette cérémonie importante d'investiture du président Julius Maada Bio. Cérémonie d'investiture achevée, le vice-président Daniel Cablon-Duncan a regagné Abidjan dans la soirée. Wilfried Herman Guivet, annoncé par le président de la République Alassane Ouattara, le vol direct Abidjan-New York aux États-Unis d'Amérique a effectivement eu lieu hier samedi à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Voici le reportage de Francis Boifo. Ça y est, ce samedi, le vol direct Abidjan-New York annoncé par le président Alassane Ouattara
lors de son discours à la nation en décembre dernier, a été effectué par Ethiopian Airlines à travers un accord commercial de coopération avec la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire. Grâce à cette nouvelle offre de vol direct entre le continent africain et les États-Unis, les passagers ouest-africains, autrefois contraints de passer par les compagnies aériennes européennes pour s'y rendre, auront le choix de partir directement d'Abidjan à moindre frais. Ethiopian Airlines devra assurer 3 vols par semaine à partir de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. La compagnie va s'appuyer sur les 112 destinations qu'elle dessert actuellement à travers le monde et le réseau d'Air Côte d'Ivoire. La coopération avec Air Côte d'Ivoire tient au fait que Air Côte d'Ivoire a un réseau d'abord local, notamment par les pays environnants, le Mali, le Burkina, et tout ce qui est autour, justement constitue d'abord un potentiel. Et donc nous, notre rôle avec Air Côte d'Ivoire, c'est de permettre à Air Côte d'Ivoire d'envoyer les passagers donc, vers Abidjan pour faire un hub localement. Et de là, nous envoyons donc les passagers à New York pour effectivement permettre donc l'échange économique et autres. 20 ans après la disparition d'Air Afrique qui effectuait la ligne Abidjan-New York avec escale à Dakar, le gouvernement ivoirien lance les vols directs entre Abidjan et New York après plusieurs projets qui ont conduit à la certification TSA et OACI de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny et au repositionnement de la Côte d'Ivoire. Il a fallu aussi que le chef de l'État et vous-même, Monsieur le Premier ministre, vous puissiez créer donc les conditions pour qu'il y ait donc ce trafic. Merci d'avoir amené la sécurité et la paix en Côte d'Ivoire qui permet ce que nous vivons aujourd'hui. Merci d'avoir ramené la confiance des investisseurs. Merci d'avoir ramené plusieurs institutions internationales ici. Abidjan, New York, c'est pour le moment 3 vols par semaine à partir de 470 000 francs CFA le billet. 470 000 francs, en réalité, au cours d'aujourd'hui, c'est peut-être 2 tiers de moins que le coût qu'on payait pour aller aux États-Unis, parce qu'il fallait passer par d'autres pays, que ce soit la France, si c'est une compagnie française, que ce soit par le Maroc, c'est une compagnie marocaine, etc. Donc on gagne énormément. Aujourd'hui, pour nous les opérateurs économiques, c'est un grand pas, c'est une avancée et nous ne pouvons que nous réjouir et applaudir parce qu'un opérateur économique qui va faire des affaires, il veut gagner du temps. Et nous tenons à remercier le gouvernement et le chef de l'État. Abidjan-New York, c'est désormais 10 heures au lieu de 17 auparavant en passant par Paris. Le lancement de cette ligne directe entre Abidjan et New York met fin aux angoisses des hommes d'affaires et des touristes, avec le temps perdu et avec le coût également que cela comportait dans les longs transits par l'Europe et par le Moyen-Orient pour atteindre l'Amérique du Nord. La porte pour le développement des échanges économiques et touristiques entre la Côte d'Ivoire et le reste du monde s'agrandit ainsi en offrant plus d'opportunités. Vous comprenez donc que je puisse, en cet instant, rendre un hommage appuyé au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour sa détermination pour que cette ambition donc, se réalise. Cette ouverture vers la première économie du monde, les États-Unis d'Amérique, vient soutenir sa vision d'une Côte d'Ivoire moderne et repositionnée sur l'échiquier mondial. Le lancement des vols directs à destination des États-Unis à partir d'Abidjan va certainement augmenter le trafic passager de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Plus de 2 millions en 2017 contre environ 600 000 passagers en 2011, soit une croissance de près de 220% en 6 ans. L'UDPC a adopté hier samedi à Yamoussoukro les textes fondateurs du Parti unifié à l'issue de son 2e congrès extraordinaire. Les congressistes ont adopté à la grande majorité les textes du Parti unifié après plus de 6 heures de travaux, selon le rapporteur Mamadou Deli. Autre information, le village de Gandié dans la sous-préfecture de Bonnet, département de Biancouma, a été le théâtre d'un conflit foncier. Bilan un mort et d'importants dégâts matériels. De nombreuses habitations ont été incendiées ou saccagées. Une enquête a été ouverte par les autorités pour connaître les raisons de ce drame et situer
les responsabilités. Allons maintenant au deuxième grand titre de cette édition. La 53e journée internationale de la profession infirmière a été célébrée ici en Côte d'Ivoire. Les infirmiers et infirmières, souvent critiqués sévèrement à tort ou à raison, ont promis désormais à la tâche pour des soins de qualité en Côte d'Ivoire. Amadou Ouattara, Walter pour RTI 1. Le métier d'infirmier, une profession du domaine de la santé pratiquée selon des engagements de charité et d'amour. Normalement, là où il y a la vie se trouve une infirmière ou un infirmier prêt à aider un patient sans discrimination. Et Christelle Kwame, infirmière diplômée d'État, l'a bien compris. Ça fait 5 ans que je suis en fonction au CHU de Treichville, plus précisément en néphrologie. On n'a pas trop de problèmes, mais c'est le plus souvent c'est avec les parents de malades. Voilà, qui ne comprennent pas ce qui se passe, qui sont toujours en colère. Mais quand c'est comme ça, on les appelle et puis on leur explique ce qui se passe en réalité pour qu'ils puissent se calmer. Cette infirmière, assistée de Sonia Kwa Adjoa, est à la tâche. Elle ne prend pas part ce 12 mai à la commémoration de la Journée internationale de la profession infirmière. Raison, elle assure la permanence. Consciente des critiques jugées non fondées parfois, Christelle veut œuvrer pour redorer l'image de la corporation. Franchement, les gens ont dit beaucoup de choses sur eux. On dit qu'ils sont méchants, on te maltraite, on te fait ceci. Les infirmiers, quand tu as besoin d'eux, ils ne répondent pas. Mais avec ceux d'ici, là, vraiment, il n'y a pas de problème. Depuis mars, mais c'est comme si je suis chez moi à domicile. J'ai relaxé avec eux, on cause bien. Moi-même, deux fois, ils disent, ah, tu as trop duré, tu vas partir. Il dit, il y a parti qui va me dialyser. Je ne vais pas, que je suis ici. On dit, ici, là, c'est chez toi. Il dit, oui, je cause avec eux comme les frères et sœurs. Je conseille à mes confrères, à mes consoeurs, c'est très important. Quand un malade vient vers toi, l'accueil est primordial. C'est l'accueil qui fait que demain, quand il va, il a encore de bons souvenirs. Et il sait que quand je viens ici, on s'occupe bien de moi. Il viendra toujours. Ce corps de métier continue d'attirer de nouveaux adhérents. Ils veulent les exercer par conviction et par amour. Ma contribution sera d'être au chevet des malades pour redonner une nouvelle image à l'infirmier et à l'infirmière en Côte d'Ivoire. Pour l'amélioration de la qualité des soins dans le système de santé, la plateforme des organisations professionnelles infirmières a été mise en place. Elle compte 5 associations qui totalisent plus de 20 000 infirmières et infirmiers issus du secteur public et privé. C'est cette plateforme qui a organisé la 53e édition de la Journée internationale de la profession infirmière. La célébration de la journée infirmière a été instaurée depuis les années 1800 grâce à une dame du nom de Florence Nightingale qui a œuvré pendant la guerre de Crimée pour les malades. De par ses actions de l'hygiène, de l'alimentation, elle a pu réduire de moitié le taux de mortalité sur les champs de bataille. Il y a bientôt la prime de logement qui sera octroyée aux infirmiers. Il y a la question du profil de carrière qui est aussi pris en compte. Mais la question essentielle et épineuse pour nous, c'est la question de l'ordre des infirmiers qu'on doit mettre en place. Parce que toute discipline qui se respecte a besoin d'un ordre pour pouvoir réguler les actes que nous posons. Des doléances portées à la connaissance des représentants de la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, ainsi que du parrain Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale. Notre ministre de la Santé, son cheval de bataille, c'est la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. C'est pour cela, je voudrais dire ici, vous infirmiers, ne vous sentez pas abandonnés parce que votre ordre n'est pas encore créé. Le processus a commencé. N'oubliez pas que la profession infirmière est un sacerdoce à porter avec courage et dignité. À ce propos, votre association doit rester un modèle et un symbole d'union et de discipline, tant individuelle que collective. La commémoration de la 53e journée internationale de la profession infirmière a été ponctuée par plusieurs communications autour du thème principal « La profession infirmière, une voie faite pour diriger la santé, un droit humain ».
Lutte contre la malnutrition en Côte d'Ivoire, on en parle dans cette édition. La Banque mondiale a initié une rencontre à Grand Bassam sur la question entre les différents acteurs. Le thème, validation du manuel opérationnel de suivi et évaluation du plan multisectoriel pour la Côte d'Ivoire. Franck Kouadio. Comment améliorer les stratégies en faveur de la nutrition en Côte d'Ivoire? La question est au centre de cette rencontre entre les différents acteurs nationaux et leurs partenaires. Il s'agit pour la Banque mondiale et le Conseil national pour la nutrition de mettre à la disposition des pouvoirs publics un document pour mieux les orienter dans leur politique de lutte contre la malnutrition en Côte d'Ivoire. Un programme n'a de sens que lorsqu'il a un cadre de suivi. C'est-à-dire que quand on fait un suivi et quand on fait une évaluation, ça nous permet de rectifier, ça nous permet d'apprécier nos indicateurs, ça nous permet d'apprécier les résultats. Est-ce qu'on avance, est-ce qu'on n'avance pas? Ce suivi sera collégial, il y aura un cadre de suivi. C'est un manuel qui est élaboré pour permettre à tous les ministères de savoir comment la place de chacun et sa contribution. En Côte d'Ivoire, malgré les efforts du gouvernement, 30% des enfants accusent un retard de croissance et 8% souffrent de malnutrition aiguë selon l'enquête démographique des ménages de 2012. Des résultats pas vraiment satisfaisants, d'où l'intérêt pour les différents ministères concernés de prendre part à cette rencontre. C'est sûr, je sors vraiment instruit avec le renforcement des capacités qui a eu lieu au cours de cet atelier sur la notion des indicateurs utiles pour le suivi de plans, de programmes. Je ressors encore vraiment instruit en termes de prise de décision. Rappelons que la réunion dite de validation du manuel opérationnel de suivi et évaluation du plan national multisectoriel pour la Côte d'Ivoire a duré 2 jours, en plus de la Banque mondiale et du secrétariat technique permanent du Conseil national de nutrition étaient présents 3 ministères, au nombre desquels le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le Rotary Club Abidjan Elixir a initié une opération de dépistage gratuit de l'hypertension artérielle et autres maladies à Bouaké. 150 personnes ont bénéficié de la gratuité des différents examens. Hassan Khan, Abdul Kader Sogodogo, Guédoubon, RTI Bouaké. 150 personnes dépistées gratuitement du cancer du col de l'utérus, de la prostate, de l'hypertension artérielle et de bien d'autres maladies. Des analyses biologiques sans frais pour permettre à la population de Bouaké de faire son bilan de santé. Une initiative du Rotary Club Abidjan Elixir. Objectif, venir en aide aux personnes démunies. C'est des examens qui coûtent extrêmement cher dans les services de santé de la place. Donc pour nous, il est important que toutes les populations, même les plus démunies, aient accès aux soins. Et nous venons donc vers ces populations-là avec ces consultations gratuites. Autorités administratives, politiques et populations expriment leur gratitude aux initiateurs. Je demande à la population de faire des petits bilans de santé qui nous éviteraient de grosses maladies. C'est occasionnellement que je fais des bilans de santé. Et donc, comme j'ai appris que le Rotary organisait une séance gratuite, je me suis dit que c'était la bonne occasion pour avoir une idée de mon état de santé. Il est très conseillé de faire son bilan de santé. Au moins, si vous le faites déjà, que vous savez de quoi vous souffrez, je pense que vous pouvez vite vous traiter. Le Rotary Club Abidjan Elixir entend renouveler ses séances de dépistage gratuit pour la bonne santé des populations. Autre sujet, la communauté musulmane d'Adjamé a organisé une journée de prière pour le repos des âmes des victimes des différentes crises successives qu'a connues la Côte d'Ivoire depuis 1999. Les initiateurs entendent amener les musulmans à se souvenir justement de ces victimes. Moussa Konate. Une journée de prière en hommage aux martyrs des différentes crises qu'a connues la Côte d'Ivoire de 1999 à 2011, l'initiative de la communauté musulmane d'Adjamé-Williamsville. À travers cette journée, les initiateurs entendent amener la communauté musulmane, mais aussi l'ensemble des Ivoiriens à se souvenir de nos disparus, afin de poser des actes qui vont favoriser une paix durable en Côte d'Ivoire. Organisé depuis 1999, jusqu'en 2011, le pays était dans une crise. Donc il est important pour nous qui avons survécu à ces crises-là de rendre gloire à Dieu, mais de ne pas aussi oublier nos morts. Parce que
s'ils étaient là, ils allaient aussi prier. Mais comme ils ne sont pas là, c'est à nous de prier pour eux. C'est pourquoi nous avons organisé cette cérémonie. Nous sommes à notre 4e édition. Pour marquer leur adhésion à cette cérémonie de prière qui a eu pour terme préserver la paix par la cohésion sociale, les participants sont venus de toutes les communes du district d'Abidjan. Tous, au cours des différentes interventions, ont appelé les Ivoiriens à cultiver la paix afin que plus jamais la Côte d'Ivoire ne vive une autre crise qui va freiner son développement. Avant la cérémonie hommage, les guides religieux ont procédé à la lecture du Coran afin d'implorer Dieu pour qu'il accepte l'âme de nos illustres disparus. Un reportage plutôt de Franck Kouadio. Ils sont 104 Ivoiriens qui viennent d'être distingués dans le domaine des sports par l'État de Côte d'Ivoire, des fonctionnaires à la retraite, des anciens athlètes, des sportifs de renom, des anciens et actuels encadreurs sportifs. C'est en présence du ministre des Sports et Loisirs, François Albert Amicha. Salif Ouattara. Plusieurs acteurs du sport, fonctionnaires à la retraite, anciens membres et athlètes de fédérations sportives ont reçu des mains du ministre des Sports et des Loisirs, François Albert Amicha, des médailles, symbole de la reconnaissance étatique à leur endroit. Des récipiendaires qui se sont dit heureux par la voix de leur porte-parole, le président de la fédération de Maracana, Bleu Charlemagne. 104 médaillés, 35 chevaliers, 51 officiers et 18 commandeurs, tous dans l'ordre du mérite sportif. Vive émotion dans la salle. Nous avons dépensé notre énergie et si cela est reconnu par la nation, on ne peut être que content, on ne peut être que fier. Après 36 ans de boulot au ministère des Sports, nous avons promené nos bosses sur le terrain en Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui l'État nous reconnaît, je crois que c'est un grand jour pour nous. Nous sommes très fiers et nous remercions aussi le gouvernement avec le président de la République qui œuvre d'une manière pour que nous puissions, le sport en Côte d'Ivoire puisse s'emporter gros pour la Côte d'Ivoire, pour notre nation. La parole est ensuite revenue au ministre François Albert Amicha. À mi-parcours de la saison 2018, le patron du sport ivoirien a donné quelques orientations afin que les athlètes partent à la conquête de médailles d'or lors des compétitions internationales. Un niveau de performance qui exige des moyens à trouver et à mettre à la disposition des fédérations. Plusieurs entreprises ont également été distinguées par le ministre des Sports et des Loisirs pour leur soutien constant, parmi lesquelles la radiodiffusion télévision ivoirienne. Elle est tout à fait autre chose à présent. L'assaillant armé d'un couteau qui a tué un passant hier samedi soir à Paris est un jeune homme né en 1997 en Tchétchénie, dont les parents ont été placés ce dimanche matin en garde à vue à Paris. Le passant tué était âgé de 29 ans et 4 personnes ont été blessées par cet homme qui a crié à Allahu Akbar, selon les témoins, avant d'être abattu par la police. L'État islamique a revendiqué l'attaque. Emmanuel Macron a déploré l'attaque et a assuré que la France ne cédera pas un pouce aux ennemis de la liberté. Ici en Côte d'Ivoire, après les pluies diluviennes qui ont endommagé diverses structures, le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, en compagnie des directeurs de l'AGEROUTE et de l'ONAD, ont visité plusieurs ouvrages d'assainissement pour s'imprégner des dégâts causés par ces pluies diluviennes. Franck Kouadio. À Bobo, des voisins rendent visite à une victime des récentes pluies diluviennes. La dame blessée au pied par l'effondrement d'un pan de mur poussé par la force des eaux de ruissellement la veille. Dans la commune de Cocody, Arma et ses sœurs ont vécu une situation différente. L'eau a emporté la clôture de l'habitation et avec elle une bonne partie de leurs affaires. L'inondation a permis que l'eau rejaillisse ici et retombe sur la clôture. Tant que la clôture là n'est pas encore arrangée, on ne pourra pas rester ici. Nous restons éveillés. Il y a des enfants qui sont avec nous. Vous voyez le danger que nous parcourons toute la nuit, toute la journée. On n'arrive pas à dormir, on n'arrive pas. Je ne sais pas comment on pourra se comporter tant que l'eau ruisselle pour entrer dans la maison ici. Un pâté de maisons juste dans le bassin tampon du carrefour de l'Indénié touché par la montée des eaux. L'eau sortie du lit a tout inondé dans les alentours selon les riverains. Le ministre de la Construction, à la tête d'une délégation technique, visite la structure et fait le constat. La passerelle a été endommagée par la poussée de l'eau venue de l'amont, mais surtout par les déchets solides. On avait démarré des curages depuis plusieurs semaines. Il y a eu une petite pluie, nous avons curé en début de semaine et nous avons une pluie exceptionnelle hier. Et cette pluie a charrié beaucoup de déchets. Il y a eu un afflux d'éléments solides qui ont chargé
le dégrilleur qui a pour objectif d'empêcher que tous ces éléments solides se retrouvent en lagune et bouchent tous les ouvrages donc des exutoires. Dieu merci, je pense que ça a joué son rôle, mais la surcharge a fait que une partie des ouvrages, de l'ouvrage est endommagée. Et il a donné des instructions donc, pour que ce soit repris, pour préserver donc, les exutoires et éviter les inondations pour les prochaines pluies. Pour mieux comprendre, une visite du dispositif, les bassins écrêteurs constituant le bassin versant du Gourou, chargé d'empêcher justement l'écoulement massif de l'eau vers le carrefour de l'Indénié. Plusieurs constats au plateau d'eau cuit, au Paillé, Carrefour Zo et Williamsville, les déchets solides obstruent la structure. Tous les voies d'assainissement, que ce soit le caniveau à proximité de la maison, que ce soit, disons, dans les grands bassins d'orage et tout, ce n'est pas de poubelles. Les conséquences, c'est ça. Nous allons sensibiliser toutes les populations en amont pour qu'on retire, que ce soit dans les ruelles, que ce soit dans les marchés, tous ces déchets solides qui sont accumulés ou qui sont jetés nuitamment. La responsabilité des populations, toujours installées sur les emprises, souvent transformées en dépôts d'ordures. Les choses, les papiers hygiéniques, les papiers, ça fait que tout se bouche. S'il pouvait, au moins chacun peut prendre la chose sur lui-même et arranger les trucs, les saletés dans les poubelles, c'est mieux. La saison des pluies est à ses premiers jets, mais déjà des dégâts. Un comité de crise a été mis en place par le gouvernement. Le message reste le même, s'éloigner des zones jugées à risque pour éviter d'éventuels drames. Franco Kouadio, en cas d'urgence en cette saison des pluies, pour trouver du secours, appelez les numéros suivants, 180 20 38 21 09, 01 80 13 28, 44 64 49 69. Vous avez vu ces numéros, vous voyez ces numéros justement sur votre petit écran. Le magazine de ce dimanche va s'intéresser à la saison des pluies, les dispositions à prendre pour éviter le pire. Notre invité chez l'inspecteur général de police Kili Fiacre Fanyidi, directeur général de l'ONPC et président de l'Assemblée générale de l'Organisation internationale de la protection civile. Bonjour, général. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté une fois de plus notre invitation. Avant notre entretien, nous allons suivre ce reportage de Franck Kouadio qui nous parle de quelques mesures préventives sur lesquelles nous allons revenir tout à l'heure. Allez, suivons ce reportage de Franck Kouadio. On ne pouvait pas sortir de la maison en fait, parce que les voies étaient inondées. En tout cas, il n'y a pas eu de perte humaine, mais il y a eu des dégâts, en tout cas, des personnes qui sont sorties et ramasser les effets pour venir chercher du secours. Il y avait les battants des fenêtres qui étaient ouvertes en ce temps-là. Vu le mouvement et du vent, cela a brisé. J'ai une camarade même qui a failli être blessée par les débris des vitres. D'une saison pluvieuse à une autre, les mêmes réactions comme un air de déjà entendu. Et pourtant, l'alarme avait été donnée par les météorologues. Il faut éviter les occupations anarchiques des zones inondables, face aux maladies également, parce que la saison des pluies est sujet à des maladies hydriques importantes, telles que le paludisme, le choléra. Donc nous invitons les populations vraiment à se prémunir, à se protéger. Sans oublier, ne pas conduire quand la visibilité est gênée par la pluie. Maisons effondrées, quartiers sous les eaux, des drames relevés la saison précédente et qui pourraient dans les mêmes proportions se répéter si l'on ne respecte pas les recommandations des autorités et spécialistes de la protection civile. Hélas, il y a déjà les premières victimes. Jusqu'à ce que la pluie s'arrête, on ne sait pas. Pourtant, on dit que la pluie va s'arrêter jusqu'en fin juin. De fortes pluies comme ça vont s'arrêter jusqu'en fin juin. On ne sait même pas comment on ne sait pas. Victimes de la montée des eaux, mais aussi les infrastructures touchées. Des voies inondées, certaines coupées à toute circulation le temps d'une demi-journée pluvieuse. Général Kili Fiacre, merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Quelles sont les missions de l'Office national de la protection civile? Merci pour ce plateau. Je voudrais d'abord présenter notre compassion aux deux familles qui ont eu à perdre des enfants au cours de ces premières pluies. Et dire que l'Office national de la protection civile est un établissement public administratif
dans sa forme actuelle, créé en 2000 et placé sous la tutelle technique du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Cet office a pour mission principale de prévenir les risques civils, de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de protection civile, de coordonner les secours en cas d'action humanitaire, de contribuer à la formation des acteurs de la protection civile. Donc on peut résumer en 3 mots: prévenir, secourir et former. Exactement. Très bien. Est-ce que vous avez les experts qu'il faut dans le cadre de la sensibilisation? Dans le cadre de la sensibilisation, la Côte d'Ivoire regorge d'un nombre important d'experts au niveau de l'Office national de la protection civile, au niveau du GSPM, au niveau des structures sanitaires, au niveau du ministère de l'Environnement. Tous sont des experts de protection civile. Alors, c'est vous qui coordonnez tout ça? L'Office national de la protection civile a un rôle de coordonnateur. Tout comme au niveau du gouvernement, le ministre de l'Intérieur a en charge la coordination en ce qui concerne la gestion des catastrophes, quelle que soit la nature. Et là, vous intervenez, vous coordonnez, vous arrivez à coordonner tout. Oui, nous arrivons à coordonner. Depuis le mois de mars, nous avons une cellule de coordination qui se réunit sous la tutelle de l'Office national de la protection civile. Très bien. Nous allons revenir. Parlant de la sensibilisation, vous intervenez aussi dans le cadre des réfugiés quand il y a des conflits intercommunautaires. Il y en a, on en a parlé tout à l'heure. Dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, vous intervenez aussi dans ce domaine. L'Office national de la protection civile intervient pour sensibiliser les différentes parties et apporter les secours que ces réfugiés sont en droit d'attendre de l'État en rapport avec le ministère de la Famille, de la protection de l'enfant. Et pour le cas de l'ouest, vous êtes intervenu? Nous sommes intervenus dans le cadre avec de ce qui s'est passé que vous à l'ouest. Oui. Nous sommes intervenus. Il y a eu 2 morts là-bas. Il y a eu 2 morts, nous a-t-on dit. Et le ministère de la Solidarité, nous préparons une autre mission dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Nous étions avec le directeur de la Solidarité, nous en avons déjà parlé. Très bien. Alors, où est-ce que nous en sommes, où vous en êtes avec le plan Orsec, un plan qui a été mis sur pied depuis quelques années? Comment est-ce qu'il fonctionne? Le plan Orsec, c'est d'abord l'organisation des secours. Il est mis en œuvre lorsqu'une catastrophe survient. Il fonctionne avec tous les acteurs, aussi bien étatiques que non étatiques. Il est pour l'État l'instrument privilégié d'aide aux victimes des catastrophes. Orsec voulant dire organisation des secours. Organisation des secours quand il y a catastrophe. Quand il y a catastrophe. Quand il n'y a pas de catastrophe, c'est on ne peut pas donner des secours lorsqu'il n'y a pas de catastrophe. En mode veille. Mais on voilà, nous sommes en mode veille, comme nous le sommes depuis le mois de mars, pour prévenir justement la situation que nous vivons en ce moment. Merci, Général. Alors, est-ce qu'on peut parler du bilan de vos activités depuis que vous êtes à la tête de l'ONPC? Qu'est-ce qui a été fait quand il y a une catastrophe? Qu'est-ce que vous n'avez pas pu faire face aux situations difficiles depuis que vous êtes là? Je pourrais dire que notre action à la tête de l'Office national de la protection civile, avec tous nos collègues, qu'ils soient des fonctionnaires de l'Office ou des fonctionnaires d'autres structures de l'État, mais qui contribuent à l'action de protection civile, l'action est fortement appréciée et par le gouvernement et par les populations. Chaque fois qu'il y a une saison de pluie, nous sommes présents, mais nous n'attendons pas. Nous prévoyons, nous prenons des dispositions à partir du mois de mars de chaque année avec les collectivités territoriales. Des campagnes de sensibilisation sont menées. Des séances ont lieu aussi bien dans le district d'Abidjan que dans les localités de l'intérieur du pays. À ces séances, plusieurs structures sont associées. Nous avons le rôle de coordonnateur et nous pouvons dire qu'aujourd'hui, l'État a créé à l'intérieur du pays, dans les 30 centres, dans les 30 régions, des centres de secours d'urgence, où des pompiers civils, aux côtés des autorités préfectorales et communales, relaient le message de sensibilisation pour dire aux populations, attention, prenez telle disposition. Nous voulons encore saisir cette tribune pour demander à la population ivoirienne de se mettre à l'abri. Parce qu'aujourd'hui, nous allons privilégier notre campagne de sensibilisation. Il faut sensibiliser pour prévenir que des dommages ne surviennent. Justement, est-ce que cette sensibilisation est permanente?
Je pourrais dire qu'on n'attend pas 2-3 mois avant, quand la météo nous annonce qu'il y a des pluies. La sensibilisation est permanente. Nous n'attendons pas les saisons des pluies ou nous n'attendons pas la période de saison sèche pour démarrer des campagnes de sensibilisation. Nous avons des équipes qui sillonnent la Côte d'Ivoire. Au niveau du district d'Abidjan, nous travaillons en étroite collaboration avec les communes. Les directeurs techniques des mairies sont nos interlocuteurs. Et dans ces localités, nous organisons des séances. La presse ne nous suit pas toujours parce que c'est notre travail au quotidien. Oui, tout à fait. C'est notre travail au quotidien. Sinon, nous organisons régulièrement des séances de sensibilisation contre les fléaux. Le ministère de la Santé s'occupe aujourd'hui de faire des séances de sensibilisation contre la fièvre Lassa. Tout à fait. Donc, chaque structure mène des campagnes de sensibilisation pour protéger la population. C'est à cela que nous nous attelons au quotidien. Ce n'est pas toujours que vous avez besoin de la presse. Alors, est-ce que vous faites de la répression après la sensibilisation, surtout en période de catastrophe? L'Office national de la protection civile n'a pas vocation à faire de la répression. Et les structures sous tutelle? Les structures sous tutelle du ministère de l'Intérieur également. La répression en matière de protection civile relève des tribunaux. Je cite un exemple. Lorsque une zone a été déguerpie et qu'elle est recolonisée, alors il appartient au ministère de la Construction d'engager les procédures qu'il faut pour éviter la recolonisation. Et vous travaillez également avec le ministère de la Construction. Le ministère de la Construction est un partenaire privilégié de l'Office national de la protection civile. Tout à fait. Nous sommes membres du conseil d'administration de l'Office national de l'assainissement et du drainage et nous avons des rapports professionnels très suivis avec la direction générale de la construction. D'accord, mais vous avez le retour de leurs activités parce que nous avons le retour de leurs activités, nous suivons leurs activités, nous avons le retour et nous nous retrouvons régulièrement sur le terrain ensemble. J'ai apprécié hier tout à l'heure l'élément qui est passé. Merci. La visite du ministre de la Construction, lorsqu'on demande aux Ivoiriens de ne pas boucher les caniveaux, c'est ce message-là que nous lançons aux Ivoiriens, nous en appelant leur esprit de civisme. Oui, c'est l'intervention d'un monsieur qui a été interviewé par Franck Kouadio. Alors, parlant de sites recolonisés, on déguerpit des individus sur un site que nous connaissons tous, en tout cas au niveau du district d'Abidjan, mais quelques années après, même pas des années, des mois après, ces individus reviennent, alors qu'ils savent que ce sont des zones à risque. Et on attend toujours la veille de la saison des pluies pour mener une campagne, pour dire qu'il y a 2 morts, qu'il y a 3 morts. Est-ce qu'on peut prendre des dispositions pour que définitivement cela cesse à Abidjan? Les dispositions sont prises, mais il faut que chaque citoyen de ce pays fasse preuve de civisme et non attendre tout de l'État. Lorsqu'on vous dit que c'est une zone à risque, mais il ne faut pas y habiter, monsieur. Lorsqu'on vous dit qu'il faut éviter de rester dans les bas-fonds, je pense que chacun devrait d'abord préserver sa vie. L'État joue son rôle, mais chaque citoyen ivoirien également devrait jouer son rôle. C'est très souvent qu'on attend, la zone est recolonisée, mais recolonisée par qui? Notre indiscipline. Et ça aussi, c'est un problème auquel nous sommes réellement confrontés. Lorsque l'État dégage des moyens, que nous procédons à des déguerpissements des zones, c'est pour que la population n'y revienne pas. Et le ministère de la Construction s'emploie à faire respecter les zones qui ont été déguerpies, que ces zones-là ne soient plus occupées. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. On voit ces zones qui sont recolonisées régulièrement et chaque année, avec la somme d'espérance que vous avez, vous savez que chaque année, on est obligé de repartir sur les mêmes sites pour dire qu'il y a inondation, il y a catastrophe, il y a des morts. Bon, en cas d'inondation extrême, est-ce que vous avez les moyens pour la structure que vous coordonnez avec les différents ministères pour intervenir? En cas D'abord, il faut dire que pour qu'on ait une inondation extrême, c'est que nous sommes en vigilance rouge, en alerte rouge. Très bien. Pour l'instant, l'État de Côte d'Ivoire n'a pas connu beaucoup de cas de ce genre. Mais lorsque la situation se présente à nous, toutes les structures de l'État sont mises à contribution, de même que les partenaires privés. Les services de secours, les services de santé. Et dans le cadre de la présente campagne, le ministère de la Santé a procédé à un recensement de formations sanitaires devant accueillir les victimes
toutes les structures sont impliquées, aussi bien le ministère des Transports, le ministère de la Construction, le ministère de l'Environnement. De grandes opérations sont menées ensemble. L'Office national de la protection civile assure la coordination. La semaine prochaine, nous avons encore des actions dans le district d'Abidjan. Nous avons commencé ces actions depuis mardi et qu'on ne dise pas toujours que nous attendons la saison des pluies. Parce que nous prenons les dispositions bien avant, mais la pluie est un phénomène naturel. Nous souhaitons tous, imaginez, rappelez-vous, le chef de l'État le 1er mai, quand on a parlé de pénurie d'eau à Bouaké, après avoir donné la réponse, disait « souhaitons qu'il pleuve ». La pluie est une bonne chose. Et nous, citoyens ivoiriens, nous avons intérêt à nous discipliner en évitant de boucher les trous, en évitant de jeter des déchets solides dans les caniveaux. Ça fait partie aussi de l'éducation civique. Justement, et c'est cette sensibilisation que vous menez quotidiennement et régulièrement. Vous avez également des sites en cas de catastrophe. Il y a des sites déjà. Oui, nous avons demandé aux différentes mairies de recenser des sites pouvant abriter les populations sinistrées. Une réunion est d'ailleurs prévue le mardi prochain au ministère de l'Intérieur. Général, est-ce que vous aimez la musique? J'aime beaucoup la musique. Le reggae? Moins. Alors, le 37e anniversaire du décès de Robert Nesta Marley, alias Bob Marley, a été célébré vendredi dernier. Kajim Airlight, Jim Campson, Black Moja et bien d'autres adeptes du reggae ont sillonné le parc Place en zone 4 Sabari, plage au village Rasta et temple du reggae pour immortaliser Bob Marley. Était présent pour RTI en Issaïo Chona. Marcory, zone 4, Park Place, mythique temple du reggae par excellence. Une longue file composée de férus de reggae à l'entrée de l'espace réservé à la musique de Jah Rastafari. Un seul objectif, participer au 37e anniversaire commémoratif du décès de l'idole planétaire du reggae, Robert Nesta Marley, connu sous le nom de Bob Marley. On est les héritiers de Bob Marley. Si vous voulez, donc c'est normal qu'on fête l'anniversaire comme on parle de l'amour et paix. Le 11 mai pour nous, c'est devenu comme la victoire du reggae, quoi. Tu vois, nous on est là pour célébrer le reggae. Bob Marley, il ne pourra jamais mourir. C'est une légende, c'est une inspiration, c'est un message, c'est un mode de vie universel. Pour ces mélomanes, il n'y a pas de doute. Bob Marley reste l'icône qui a donné au reggae ses lettres de noblesse. À l'intérieur du temple, Airlight, Kajim et plusieurs autres artistes font danser et chanter les nombreux fans du reggae, musique intemporelle. Le 11 mai, une occasion pour les espaces et temples du reggae de réaffirmer leur affection au rythme venu de la Jamaïque. À Vridi, au village Rasta, à l'espace Sabari Plage, même ferveur et même engagement des artistes et mélomanes pour célébrer la mémoire, la mégastar du reggae. « 37 ans après sa disparition, Bob Marley reste une légende vivante. Cette année encore, les reggae-philes sont sortis nombreux pour l'immortaliser, confirmant l'adage « Un artiste ne meurt jamais ». Voilà, c'était Issaïo Kionan pour la page culture. Le général, vous faites quelques gestes, vous aimez le reggae vers la fin. Voilà, nous le recevions justement, c'était l'inspecteur général de police Kili Fiacre Fanidi, directeur général de l'ONPC, président de l'Assemblée générale de l'Organisation internationale de la protection civile. C'était pour le magazine de ce dimanche, fin de cette édition supervisée par Sylvie Touré. Merci aux techniciens, merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.